C'est le problème numéro 1 des gendarmes. Les cambriolages. Le chiffre est impressionnant. 1 toutes les 90 secondes en France l'an passé. Nous sommes à Dunkerque, dans le Nord. Et ce fléau, c'est ce qui occupe presque chaque jour Cédric, 37 ans. Depuis 3 ans, cet adjudant-chef a intégré la brigade de recherche des enquêteurs en civil qui traitent les affaires les plus graves. Cédric est d'un tempérament plutôt calme. Mais ses voleurs commencent à lui taper sur les nerfs. Les cambriolages ont augmenté de 17% l'an dernier en France. Ici, c'est 2 fois plus. Cédric ne le sait pas encore, mais il va bientôt être confronté à un nouveau cambriolage. Et pas n'importe lequel, l'affaire de l'année. Leurs auteurs vont prendre tous les risques pour mettre la main sur un énorme magot. Les techniciens scientifiques sont déjà partis en urgence. Une grosse entreprise de la région a été dévalisée durant le week-end. Un vol de marchandises. L'affaire intrigue Cédric. Vol de fret, vol de marchandises là, par quantité importante, c'est pas très fréquent sur notre secteur. C'est pas classique, non. L'affaire l'entraîne dans cette zone d'activité à quelques kilomètres de Dunkerque. Des dizaines d'entrepôts stockant des marchandises en transit. Monsieur, adjudant 2 de la brigade de recherche de Dunkerque. Vos collègues sont déjà sur place. D'accord. C'est le gérant de l'entreprise qui accueille Cédric. Un homme méticuleux. D'ordinaire, ici, tout est à sa place. Mais ce matin, il a eu une très mauvaise surprise. Le gérant a remarqué que des cartons entiers de marchandises avaient disparu des rayons. Et puis, il semblerait qu'il manque plusieurs palettes de stockage. J'ai demandé qu'ils ne touchent plus à rien et puis tout de suite appelé vos collègues. Le gérant n'a pas encore fait l'inventaire des marchandises volées. Il s'agirait essentiellement de téléviseurs et de bouteilles d'alcool. On a une société de gardiennage qui fait des rondes aléatoires, 5 ou 6 rondes dans la nuit, qui vérifie qu'il n'y a pas d'effraction sur les portes. En l'occurrence, ils n'ont rien constaté. Là, ils n'ont rien constaté d'anormal, donc vous n'avez pas été avisé. Des voleurs dignes d'Arsène Lupin. Mais ce n'est pas la seule chose qui intrigue Cédric. Ces chariots élévateurs se démarrent avec une clé particulière, la même pour toutes ces machines. Ces clés sont enfermées à double tour dans l'usine. Les cambrioleurs devaient donc en posséder une. Donc il n'y avait aucune clé sur le contact. Hein. Il n'y a pas de clé sur le contact. Et il n'y a aucune clé qui est manquante dans les affaires des gens. Ouais, d'accord. C'est pas forcé, rien du tout. Ça n'a pas été forcé. Donc, supposez qu'ils sont venus avec une clé. Ils sont venus et repartis avec la clé de contact. D'accord, très bien. Ces chariots seraient donc le meilleur endroit pour trouver des empreintes fraîches. Et Cédric peut compter sur l'aide de Jérôme, technicien en investigation criminelle. Sa spécialité, dénicher des empreintes digitales ou de l'ADN, cette signature propre à chaque individu, contenue dans les cheveux ou la sueur. Ici, les traces ne sont pas exploitables. Alors Jérôme va inspecter minutieusement les allées. Et très vite, il remarque des cartons entr'ouverts. Les voleurs ont sans doute regardé à l'intérieur pour faire leur marché. Ils ont laissé celui-ci, qui contient du linge de maison. Donc là, on voit qu'il y a une trace quand même de doigts, quand même assez, une empreinte dans le carton qui est quand même assez importante. Sur ces colis, les voleurs ont peut-être laissé de la sueur ou de minuscules fragments de peau. Le prélèvement est placé donc dans une enveloppe qui sera ensuite scellée et transmis au laboratoire pour analyse. Cédric aura les résultats dans quelques semaines. Pour transporter tous ces cartons, l'enquêteur va enfin apprendre que les cambrioleurs n'ont pas hésité à emporter l'une de ces remorques. Dernière énigme, comment l'ont-ils déplacé? Tous ces mystères, Cédric espère les lever en visionnant les vidéosurveillance de l'entrepôt. Bonjour monsieur. Vous allez bien? Depuis la veille, l'homme a fait ses comptes. Et le montant du préjudice est colossal. Il y en a pour 105 000 € quand même. Préjudice? De préjudice au total. Ils ont chargé 17 ou 18 palettes de marchandises. J'ai enregistré des CD avec les images que j'ai pu relever depuis sur le week-end, sur les caméras qui sont concernées. Ok, merci monsieur.
L'enquêteur espère que les réponses à ces questions se trouvent sur ces disques. Quelques heures plus tard, Cédric a fait appel à l'un de ses collègues pour éplucher ses enregistrements. Oui. Tu regardes les images du vol? David est un spécialiste du décryptage vidéo. Les deux gendarmes vont devoir scruter des heures de film, caméra après caméra. Des images sombres, de mauvaise qualité. Et voilà ce qu'ils vont découvrir. 19h, les salariés quittent l'entrepôt, sans se douter de ce qui va se passer cette nuit-là. Un défilé de voitures. La suite de l'histoire se trouve bien plus loin sur la bande. Donc là, vers 5h du matin, on voit arriver un tracteur. À 5h10 précisément, un camion apparaît. Cédric note le moindre détail avec attention. C'est un camion avec une ligne rouge, enfin blanc avec une ligne rouge sur le devant. Deux hommes en descendent. Ils sont cagoulés, rapides et précis. Ils ouvrent la barrière. L'un d'entre eux remonte côté passager. Un troisième homme est donc au volant. Ils prennent soin de refermer derrière eux pour ne pas éveiller les soupçons. Quelques minutes plus tard, sur une autre caméra, ils apparaissent à l'intérieur de l'entrepôt, au fond de cette image. Tu vois, on les voit rentrer directement par l'ouverture en fait d'un des petits sas. Ouais, d'accord. Première énigme résolue. Les voleurs ont donc soulevé un volet roulant pour se glisser à l'intérieur du bâtiment. Et ils connaissent apparemment très bien les lieux. Ils se précipitent immédiatement sur les boîtiers des alarmes. Sur cette image, l'un d'entre eux escalade cette grille pour aveugler un détecteur de mouvement. Ils ne cherchent pas, il n'y a pas de temps d'attente. C'est millimétré, c'est direct, ils savent exactement ce qu'ils doivent faire. C'est assez méthodique, il n'y a pas de temps mort, quoi. Ces chariots élévateurs sont difficiles à manœuvrer. Cédric se dit que les malfaiteurs travaillent peut-être dans le secteur du transport. Leur profil commence à se dessiner. Mais ces pros du cambriolage ont peut-être commis une petite erreur. Sur cette image, les gendarmes remarquent aussitôt un détail. L'un des malfaiteurs semble porter un objet à son oreille. On peut supposer qu'il s'agit d'un téléphone, à 5h26. 5h26. Et si le voleur a bien passé un coup de téléphone à cette heure précise, Cédric a une petite chance de le retrouver. De quoi lui donner le sourire. Allez, salut David. Cédric se dit que ces cambrioleurs sont un peu trop bien renseignés. Ont-ils bénéficié d'une complicité interne? Travaillent-ils eux-mêmes sur le site? Impossible d'enquêter sur les centaines d'intérimaires qui passent chaque année dans cette entreprise. Autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Alors Cédric va plutôt se servir des deux maigres éléments qu'il vient de récolter. Un coup de téléphone passé par l'un des voleurs et ce camion utilisé pour atteler la remorque. Dès le lendemain matin, Cédric va creuser la piste du camion. Les gendarmes le savent, pour ces cambriolages, les malfaiteurs utilisent en général des véhicules volés. L'enquêteur va téléphoner aux casernes des environs. Un tracteur routier a peut-être été dérobé ces dernières heures. Ouais, bonjour, c'est Jean-Chef. Ouais, bonjour. Dis, j'appelle pour savoir si t'as pas eu un vol de camion au cours du week-end. Non, j'étais pas autant ce week-end, non, on n'a pas été saisi d'un vol. Non? Non, ouais. Ok, bon bah très bien. Bon, vérifiez sur la communauté de brigade. Hein. Il n'y a rien au niveau du week-end qui a été dérobé. Hein. Très bien. Bon bah je te remercie. Et l'un de ces coups de téléphone va retenir toute son attention. Si, un tracteur de marque blanc avec une ligne rouge. Un camion blanc avec une ligne rouge. La même marque que celui utilisé pour le casse. Aucun doute possible, les cambrioleurs ont également volé ce tracteur routier. Désormais, Cédric peut situer deux endroits
par lesquels les voleurs sont passés cette nuit-là. L'un d'entre eux semble avoir utilisé son portable dans l'entrepôt. Ils ont peut-être aussi téléphoné depuis la zone où le camion a été volé. Et pour identifier des propriétaires de téléphones portables, les gendarmes disposent d'un allié très efficace. Les antennes relais. À chaque fois qu'un appel est émis ou reçu, il transite par une borne, comme celle-ci. De cette manière, les opérateurs peuvent situer chaque téléphone à quelques centaines de mètres près, à l'instant précis d'une communication. Cédric va rechercher les téléphones présents la nuit des faits, à la fois dans la zone du cambriolage et du vol du camion. J'ai des éléments qui vont te paraître assez intéressants. Tu peux me donner un petit coup de main? On en détecte 6 qui deviennent particulièrement intéressants parce qu'ils ont déclenché à la fois sur ce secteur-là et sur ce secteur-là, dans les créneaux qui nous intéressent. D'accord. Voilà. Donc il faudra investiguer sur ces 6 numéros de téléphone. 6 numéros. Vont-ils conduire Cédric jusqu'à ces voleurs chevronnés? Ces 6 titulaires de ligne n'ont peut-être rien à voir avec le casse de l'année. Mais la simple présence de leur téléphone à ces 2 endroits précis va leur valoir une convocation à la gendarmerie. Tous les titulaires de ces numéros suspects vont passer sur le grill. Et ils ont intérêt à avoir un bon alibi. Monsieur. Surtout ceux qui, comme cet homme, sont jeunes et d'une allure athlétique, qui pourrait rappeler celle des 3 cambrioleurs de l'entrepôt. Le jeune homme n'aurait jamais mis les pieds dans les communes concernées. Mais alors pourquoi son téléphone s'y trouvait-il? Pour le savoir, l'enquêteur va décortiquer son quotidien. Votre profession? Veilleur de nuit en hôtellerie. Veilleur de nuit, hein? En hôtellerie. Juste à la sortie de la Seine, il y a le... C'est à côté de là où vous travaillez. C'est tout proche. Voilà la clé de l'énigme. L'homme est veilleur de nuit dans un hôtel situé à proximité de l'entrepôt. Et Cédric le sait, les antennes relais couvrent souvent plusieurs communes. C'est donc pour cette raison que son téléphone a été localisé dans cette zone, un peu avant la fin de son service. Rien de surprenant donc à ce qu'il passe un coup de fil à cette heure avancée de la nuit. Son alibi tient la route, il peut repartir. Par là. Mais au même moment, dans le bureau d'à côté, ce collègue de Cédric aura peut-être plus de chance. Il interroge cette femme, elle aussi propriétaire d'un téléphone suspect. Mon collègue vous a dit pourquoi vous êtes ici. Pour un vol. Grâce aux vidéos, les gendarmes sont convaincus que les cambrioleurs sont des hommes. Se situe. Alors l'enquêteur ne va pas s'intéresser à cette femme, mais à son entourage. Ses proches auraient-ils utilisé son téléphone la nuit des faits? Et est-ce que votre époux n'aurait pas pu être présent sur ce soir-là? Il n'a pas le permis en plus. Ah, il n'a pas eu votre mari? Il est au chômage. D'accord. Voilà. Dans quel genre de... Cariste. Il est cariste? Oui. Cariste, la profession du mari attire aussitôt l'oreille du gendarme. Sur ces images, les cambrioleurs manient les chariots élévateurs avec beaucoup d'adresse. Ils pourraient eux-mêmes travailler dans une entreprise de transport. Raté, ses souvenirs sont très clairs. La nuit du cambriolage, elle se trouvait à un anniversaire pas très loin de l'entrepôt, dans une commune voisine. Kerk. Alors voilà, on sait maintenant pourquoi ça vous a déclenché là-bas Voilà. du côté de... J'ai dû lui envoyer un texto, voilà. À Villers. Les auditions se suivent et se ressemblent. Face à Cédric, chaque propriétaire de ces téléphones suspects a un alibi solide et facile à vérifier. La piste de la téléphonie tombe à l'eau. Alors Cédric va tenter de remonter une autre piste, celle de la marchandise volée. Les malfaiteurs tentent peut-être de l'écouler discrètement.
C'est parfois sur Internet que les gendarmes retrouvent les marchandises dérobées lors des cambriolages. Cédric s'intéresse donc de près aux sites de vente en ligne, et plus précisément à tous ceux qui vendent des bouteilles de champagne provenant du même producteur ou des téléviseurs de la même marque que ceux volés dans l'entrepôt. Mais aujourd'hui, rien qui attire son attention. Alors, résultat des courses, on retrouve 2 télés en vente qui peuvent correspondre, 2 télés qui sont vendues par des professionnels. Donc bon, ça exclut le vol, hein, et en Allemagne. Donc ça ne peut pas coller avec le fait dont nous sommes saisis. Ces voleurs de grands chemins ont sans doute un réseau bien mieux structuré pour revendre leur butin. Les pistes de Cédric s'effondrent les unes après les autres. Un coup de téléphone qui n'a finalement rien donné. Un camion qui sera retrouvé abandonné sans la moindre empreinte. Restent les empreintes ADN, retrouvées sur ces cartons. Comme souvent dans ce genre d'affaires, le dernier espoir des gendarmes repose sur le travail des scientifiques. Une microscopique trace de sueur suffirait à relancer l'enquête. Cédric n'est pas d'un naturel très expansif, et ce matin-là, voilà sa réaction. Ah. Mais détrompez-vous, il s'agit d'une excellente nouvelle. Dans sa main, ce fax lui annonce une nouvelle piste, presque inespérée. On a un ADN positif, un certain qui habite Tourcoing, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Un nom, celui de l'homme qui a touché le fameux carton dans l'entrepôt. Mais qui est-il? Et surtout, a-t-il le profil d'un cambrioleur hors pair? La technique, c'est de le passer au fichier pour voir ses antécédents. Pour le savoir, Cédric consulte les fichiers de la gendarmerie, le Judex et ceux de la police, qui recensent toutes les personnes mises en cause par le passé. Et voilà ce qu'il découvre. Des vols, escroqueries, port d'armes, vols sur des véhicules. À chaque fois des affaires sérieuses et une liste longue comme le bras. Dégradation volontaire, vol avec effraction, vol simple, vol en réunion, et bien connu des services. Comme disent les gendarmes, le profil correspond. Et Cédric découvre le visage de ce premier suspect. L'homme au lourd passé de délinquant habite Tourcoing, à 100 km de là. Et dans sa ville, il a déjà été mis en cause dans plusieurs affaires, notamment un vol commis il y a 6 mois. Pour en savoir plus, Cédric contacte un policier local avec qui il a déjà collaboré par le passé. Oui, Louis. Oui, c'est Cédric à Dunkerque. Ça va bien? Ouais, dis. Je t'appelle, tu sais qu'on est saisi d'un vol de fret et on a un retour ADN positif. Donc, c'est... Donc, je vois qu'il est connu pour un fait de 2012. Donc, j'aurais aimé savoir quel fait il s'agissait. Et... Attends, je vais essayer de retrouver par contre le compte rendu d'enquête. Quelques secondes d'attente que Cédric ne va pas regretter. Ah oui, je me souviens de cette affaire en fait. Le propriétaire des lieux, il avait oublié de fermer correctement la baie de stock. Et ils font quoi là-dedans? Du stockage en tout genre, en fait, c'est plus un dépôt de... Il sert de stockage, c'est tout. C'est un entrepôt de stockage, ouais. Ok, ça marche. Bon, j'essaye de t'envoyer ça ce soir. Merci Louis, c'est sympa. Hein. Allez, salut, au revoir. Salut. Le suspect n'en est, semble-t-il, pas à son coup d'essai. Il aurait déjà cambriolé un entrepôt du même type. Et 1 heure plus tard, en recevant le détail de ce vol à Tourcoing, Cédric fait une autre découverte très intéressante. 2 secondes, Louis, ou quoi? Il rappelle aussitôt son collègue policier. Alors c'est une audition qui avait été prise de... Il se disait cariste, intérimaire cariste en Belgique. Et moi, ils ont manœuvré les engins, quoi, chez... Ah ouais, tu vois. Donc, c'est grâce à toi, Louis, ça. C'est grâce à toi, tu vois, je fais bien de t'appeler. Nouvel indice troublant, le suspect est cariste. Il est donc capable de piloter ses chariots élévateurs aussi rapidement que les cambrioleurs. L'étau se resserre.
Cédric a maintenant de fortes suspicions sur cet homme. Mais comme c'est sa seule piste, il veut avoir un dossier en béton. Et comme tout repose sur l'ADN, il va devoir prouver que le suspect n'a pas pu toucher le fameux carton ailleurs que dans l'entrepôt le soir du vol. À partir de maintenant, Cédric veut tout connaître sur le parcours de ce colis. Une enquête dans l'enquête qui commence à l'entrepôt cambriolé. Donc c'est un colis qui est arrivé de chez à Aix-en-Provence. Donc il faut que je prenne contact avec la société. Absolument. Le carton est peut-être passé par plusieurs sociétés. Cédric va devoir les appeler l'une après l'autre, en s'assurant que le suspect n'y a jamais travaillé. Le but de retrouver le cheminement du carton, c'est de s'assurer qu'il n'a jamais passé dans les mains du mis en cause avant les faits. L'enquête est confidentielle. Cédric ne peut évoquer le nom du suspect devant le gérant. Alors il lui a demandé la liste des salariés du site pour procéder à une première vérification. Est-ce que vous avez vérifié si cette personne que vous soupçonnez éventuellement serait quelqu'un qui aurait travaillé ici, qui serait déjà passé par chez nous? Ouais, j'ai fait les vérifications et je suis sûr qu'il n'a jamais travaillé ici. Mais peut-être a-t-il travaillé dans une autre société. Voilà, monsieur. Bonne journée. À bientôt. Au revoir. De retour à la brigade, Cédric appelle immédiatement l'entreprise qui a fait livrer cette marchandise. C'est donc le carton de linge de maison qui risque de coûter cher au cambrioleur. S'il l'a manipulé, il est dans de beaux draps. Donc là, en l'occurrence, il s'agit d'une usine, d'un entrepôt en France qui a livré pour notre compte chez à Dunkerque, sur la plateforme d'embarquement. Mon fournisseur se trouve à Séclin. Ce carton de linge, commandé à Aix-en-Provence, a donc transité par une entreprise près de Lille, avant d'arriver à Dunkerque, où il devait embarquer par bateau vers l'étranger. Au revoir. Au revoir. Et là, Cédric a une petite angoisse. Son suspect a peut-être travaillé dans cette entreprise lilloise. Il habite en tout cas dans ce secteur. Le dernier coup de fil de l'enquêteur va peut-être ruiner tous ses espoirs. J'aurais une question à vous poser, à savoir si est certain à travailler pour votre société. Oui, merci. Quelques minutes d'attente, les plus longues de toute l'enquête. Oui. On n'a personne à ce nom-là. Donc il n'a jamais travaillé pour votre société? Non, pour nous, il n'a jamais travaillé chez nous. Ok, je vous remercie, monsieur. Bonne journée, au revoir. Énorme soulagement. L'ADN devient une preuve accablante et le suspect va devoir s'expliquer. Cédric est sur les traces d'un délinquant endurci. Le genre d'individu qui ment sur son adresse en garde à vue. Alors, pour trouver où il habite, l'enquêteur a une astuce. Contacter par mail la caisse d'allocation familiale, les banques ou encore EDF. Il recoupe ensuite toutes ces informations. Son adresse, ça serait celle-là. Et j'ai eu la même adresse auprès des services d'EDF. Une adresse à Tourcoing, le numéro d'un appartement et même un étage. Depuis son ordinateur, Cédric peut aussi trouver une autre information intéressante sur le suspect. La marque et le modèle de sa voiture. Ce logiciel, le SIV, Système d'immatriculation des véhicules, lui donne accès aux fichiers des cartes grises. Donc on voit qu'il y a 2 véhicules à son nom. Donc un véhicule Citroën Berlingot et un scooter. Ces informations sous le bras, et comme toujours avant une interpellation, Cédric va faire un repérage des lieux pour vérifier si le nom du suspect figure bien sur sa boîte aux lettres ou si les véhicules sont bien garés devant chez lui. Voilà l'adresse du suspect, une cité HLM. Il habiterait dans cet immeuble selon les caisses d'allocation et ses factures d'électricité. Problème, la porte est protégée par un code. Bonjour monsieur, merci monsieur. Par chance, un habitant les laisse entrer. Premier réflexe de Cédric, chercher le nom du suspect sur les boîtes aux lettres.
Et visiblement, l'homme est très discret. Sur sa boîte aux lettres, aucun nom. Alors, pour en savoir plus, les gendarmes grimpent jusqu'à son étage. Alors, on va voir un peu la configuration. C'est la porte. Voir s'il y a un numéro sur la porte. Au bout de ce couloir, c'est derrière cette porte que vivrait le suspect. Mais là non plus, aucune trace de sa présence. Et sur sa sonnette, pas le moindre nom ou prénom. Cédric ne s'attarde pas, il pourrait le croiser à tout moment, ce qui mettrait son enquête en péril. Mais avant de partir, il reste un point que les gendarmes veulent vérifier. Je vais voir s'il n'y a pas un berlingot sur le parking. Ouais. Dans le fichier des cartes grises, Cédric a appris que le suspect possédait un utilitaire et un scooter. Si l'un de ces véhicules se trouve sur le parking, les enquêteurs pourront supposer qu'il réside bien à cette adresse. Et juste en face de l'immeuble, Cédric et son collègue trouvent rapidement ce qu'ils cherchent. Derrière le gendarme, garé sur le parking, le véhicule utilitaire du suspect. Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. On va y aller pour pas rester trop plombes, parce que... Pour les enquêteurs, la démonstration est faite. Et pas question de s'attarder davantage, leur petit repérage pourrait attirer l'attention dans le quartier. Bon, bah, on bouge parce que ça commence à circuler. Ça craint, ouais. Cédric imagine déjà son interpellation. Moi, je pense qu'il habite bien là, puisqu'on a quand même son véhicule qui est en bas de l'immeuble, stationné sur le parking. Maintenant, ce qui est plus embêtant pour nous, c'est l'environnement. Donc l'environnement, parce que c'est des blocs d'immeubles, on va devoir venir vers 6-7 heures du matin pour pas avoir de problème justement avec cet environnement, hein, s'il a des copains qui nous verraient ou tout ce qui s'ensuit qui interviendrait. Jour J, 6 heures du matin. Dans moins de 3 heures, le cambrioleur présumé doit se présenter à la brigade. 4 collègues de Cédric sont sur le pied de guerre. Cette équipe part pour Tourcoing. Elle va prendre position autour du domicile du suspect pour aller le chercher s'il ne respecte pas sa convocation. Philippe pilote l'opération. Donc on va partir là-bas dans un premier temps pour être en observation. Parce que notre client, il est convoqué ici à 8h30. Si jamais il ne se présente pas ici, on montera au domicile, on ira voir s'il est là. S'il est présent, on procède à la garde à vue, perquisition. Non, j'espère qu'il ne va pas se cacher et puis on va réussir à tomber dessus aujourd'hui, quoi. L'enquêteur laisse encore une demi-heure au suspect pour se présenter. Puis, il passe à la manière forte. Ouais, je m'occupe de contacter la police de Tourcoing pour qu'ils nous mettent des renforts sur place. On se rejoint à un endroit à côté, puis on y va, quoi. Cette fois, l'interpellation est lancée. Zo. Ouais. Avec le renfort d'une dizaine de policiers, les gendarmes de Dunkerque, Philippe en tête, se dirigent vers le domicile du suspect. L'heure de vérité pour Cédric. Si l'homme n'est pas chez lui, il a sans doute décidé de disparaître. Mais contre toute attente, la porte va s'ouvrir. Bonjour, monsieur gendarmerie, on peut se voir? Oui, cherchez après. Ouais. Et où? Malheureusement, c'est le frère du suspect qui reçoit les enquêteurs. Ah, il va falloir que je le trouve. Visiblement, l'homme ne semble pas surpris de voir débarquer la gendarmerie. Son frère l'aurait même prévenu. Bon, je me présente, je suis l'adjudant de la brigade de recherche de Dunkerque. Je recherche votre frère parce qu'il a été convoqué, il n'a pas répondu à la convocation. Oui, il m'a dit... Bah, pourquoi il répond pas? Je sais pas, je sais. Il est parti quand, votre frère, là? Je l'ai vu hier. Hier quand, matin, après-midi? Ouais, après-midi. Le suspect était encore chez lui hier. Il sait que les gendarmes le recherchent et n'a visiblement pas l'intention de les rencontrer.
Alors Philippe hausse le ton, son frère sait sans doute comment le joindre. C'est quoi son numéro de téléphone? Il y a bien un numéro d'appel, lui. Votre téléphone est où à vous? Oui, il est là, mon portable, mais je l'ai pas. Ah, me dites pas que vous le trouvez pas. Mon téléphone, je l'ai pas là. Bah si, attends. Je vais pas vous mentir, monsieur, bien sûr. Moi, je vais laisser, sinon, je vous souviens pas. Bah, c'est votre frangin. Oui, je sais, maman. L'homme a perdu son téléphone portable. Et il semble tout ignorer de ce frère, chez qui pourtant il habite. Ouais, c'est vrai que je suis au domicile, là. Il est pas là, mais j'ai son frangin. Donc, bien sûr, il sait pas où il est son frère. Il n'y a pas de téléphone, et puis il connaît pas son numéro. Enfin, tu vois le genre, quoi. Ouais, ok, d'accord. Ok, on fait ça. On va faire une perquise, monsieur, chez vous. Ouais. On va prendre 2 témoins, puisque votre frère n'est pas là. C'est la loi. En l'absence du suspect, 2 témoins doivent assister à cette perquisition. Philippe va donc chercher 2 voisins de palier. Bonjour, monsieur. La gendarmerie, on aura besoin de vous. Ça marche? Ensuite, la perquisition peut commencer. Les gendarmes ne laissent rien au hasard. Dans les placards, sous le matelas, ils inspectent le moindre recoin avec une attention particulière pour le téléviseur et le matériel hi-fi. Mais rien qui provienne de l'entrepôt dévalisé. C'est pas la bonne télé, c'est pas la bonne marque, les références sont pas bonnes. Console, en multimédia, il n'y a pas grand-chose. Il y avait une télé, une console PS3. Et on n'a pas eu de vol de PS3. Philippe est déçu. Mais en bas de l'immeuble, une conversation avec la patrouille de police va lancer une nouvelle piste. On a souvent affaire à eux, ils sont souvent recherchés. Donc nous on les fait régulièrement, mais c'est chez les parents, pas ici. Mais les parents c'est pas loin, c'est juste au-dessus. Les parents du suspect habitent à 2 pas d'ici. Et le cambrioleur présumé y passerait le plus clair de son temps. Il y est peut-être en ce moment même. Et en arrivant sur place, surprise. Son utilitaire est garé juste devant la porte. Philippe reprend espoir. Les gendarmes frappent, refrappent, insistent, persuadés que le suspect se cache dans cette maison. On est bien, on est comme des cons. Mais cette fois, les enquêteurs n'ont pas le droit d'enfoncer la porte. Il s'agit du domicile des parents. Philippe enrage et prévient Cédric. Dis, on est parti chez la mère, là. Il y a le berlingot qui est là, mais il n'y a personne qui répond à la maison. Ouais. Donc, ce que je vais faire, je vais laisser quand même une convoque chez la mère, pour qu'elle puisse prendre attache avec nous, ou tout au moins le fiston, si elle le voit, quoi. Après 2 heures d'attente, les gendarmes rédigent encore une fois une convocation, en espérant que les parents du cambrioleur présumé feront pression sur lui pour qu'il se présente à la brigade. Mais dans cette partie difficile, Cédric peut compter sur une arme redoutable, spécialement conçue pour coincer ceux qui tentent de se faire oublier. Le fichier des personnes recherchées, le FPR. Là, on va demander l'inscription de l'individu au fichier des personnes recherchées, puisqu'il n'a pas donné suite à nos convocations. S'il se fait contrôler par les services de police ou de gendarmerie, il sera immédiatement interpellé et placé en garde à vue. Son enquête piétine, alors Cédric va faire appel à toute la brigade. À tour de rôle, les gendarmes vont se rendre à Tourcoing pour tenter de repérer le suspect. Aujourd'hui, l'enquêteur a fait appel à David et Yann. On va simplement faire un passage et surtout passer au niveau de la mer, quoi, le domicile de la mer, pour voir si ça va bien ce pas là. Hein. Okay. Voilà. Pendant une semaine, régulièrement, les gendarmes de Dunkerque quittent leur terrain de chasse habituel. 2 kilomètres on sort. Hein. Et vous allez le voir, ils connaissent tous les petits détails permettant de soupçonner la présence d'un individu à son domicile. Ouais, à gauche, ouais. 200 mètres à gauche, ouais. Une fois dans la cité, impossible de les suivre, ils sont équipés d'une caméra discrète. Mais rapidement, aucune trace des véhicules,
Alors David et Yann vont chercher d'autres indices, cette fois dans l'immeuble du suspect. Merci madame. Et en particulier, dans sa boîte aux lettres. Non, mais il y a sa boîte aux lettres, là. Coup de chance, les boîtes sont grandes ouvertes. Yann va pouvoir vérifier si le suspect est passé chercher son courrier. C'est pas son nom. Aucune lettre à son nom. L'homme viendrait-il ici de temps en temps? Mieux, serait-il chez lui, en ce moment même? Pour en avoir le cœur net, les gendarmes vont tendre l'oreille devant sa porte. Mais dans l'appartement, pas le moindre bruit. Et impossible de rester trop longtemps dans l'immeuble sans risquer d'alerter les voisins. Avant de partir, à chacune de leurs visites, les gendarmes n'oublient pas de faire un tour devant le domicile des parents. Si la retourne ici, voilà, où il y a le mec dehors, là, justement. Le jour de l'interpellation manquée, l'utilitaire du suspect est égaré dans cette rue. On arrête parce que la bagnole n'est pas là, donc... Mais aujourd'hui, rien à signaler. Cette semaine-là, les enquêteurs vont mener 3 opérations comme celle-ci. Cédric lui-même va s'y coller et il va se rendre compte que les gendarmes ne sont pas les seuls à surveiller étroitement les allées et venues dans la cité. Cet après-midi-là, pour surprendre le suspect, l'adjudant-chef accompagné d'une collègue décide de se rendre à Tourcoing à la tombée de la nuit. Fatigué de jouer au chat et à la souris, il veut encore y croire. Les mises en cause tombent toujours un jour ou l'autre, hein. C'est sûr, il ne pourra pas s'en sortir proprement. Désormais, une chose est sûre, patrouiller dans ce quartier ne sert plus à rien. Le suspect n'est sans doute plus là, et s'il l'était, il serait prévenu de l'arrivée des gendarmes par ses copains de la cité. Cédric commence à se dire qu'il ne le reverra sans doute jamais. Il est loin de se douter que dans seulement quelques heures, il sera assis en face de lui. Trois jours plus tard, une voiture de la gendarmerie arrive à Dunkerque, sur les chapeaux de roue. À l'intérieur, le suspect que Cédric traque depuis des mois. Vous pouvez arrêter, monsieur ? Il vient d'être interpellé lors d'un banal contrôle d'identité, juste à côté de son domicile. Sa cavale n'aura finalement duré que 2 semaines. Cédric respire enfin, il retrouve même le sourire. Mais il s'en est fallu de peu. Apparemment, le suspect était prêt à tout pour échapper à cette garde à vue. Donc, il a été interpellé à 1h20 par les collègues de la BAC. Au départ, il a essayé de se soustraire au contrôle. Et ensuite, il a donné une fausse identité. Donc, comme ils le connaissaient, ils l'ont reconnu immédiatement. Donc, il a été placé en garde à vue. Les gendarmes vont enfin pouvoir interroger le seul suspect de ce casse à 100 000 €. Peut-être lâchera-t-il des indices permettant de remonter jusqu'à ses complices présumés. Allez, c'est parti. Cédric confie cette audition à son collègue Yann. Le suspect est assisté d'un avocat. Il a refusé d'être filmé. Il est dans une situation délicate. Sa cavale ne plaide pas en sa faveur et surtout, il y a son ADN retrouvé sur ce carton dans l'entrepôt cambriolé. Comment va-t-il l'expliquer? Va-t-il passer aux aveux? Cédric est impatient de le savoir. D'ailleurs, il ne va pas attendre la fin de l'audition. Et l'argument avancé par le cambrioleur présumé pour sa défense va beaucoup amuser les enquêteurs. Ouais, il a dit quoi? C'est pas comment son ADN se retrouve là. Bon, lui, il dit qu'on l'a apporté, on l'a ramené là. C'est pas possible. Il comprend pas que son ADN s'est retrouvé sur les lieux des faits.
C'est quelqu'un qui a dû l'amener à cet endroit. Quelqu'un aurait donc tenté de nuire au suspect en déposant son ADN sur le fameux carton. Cédric parcourt le reste de ses déclarations et certains passages le font soupirer. L'ADN, c'est rien. L'ADN, c'est rien. Et je crois que je vais faire une copie de son audition, parce que ça c'est un collector quand même, non? Hein? Peu bavard, pendant cette audition, le suspect regagne sa cellule en attendant que le procureur décide de son sort. Et manifestement, le dossier de Cédric tient la route. D'accord, très bien. Je vous remercie. Au revoir. Voilà. Donc il y a une présentation de notre mise en cause à 13h30 au parquet de Dunkerque. L'homme est immédiatement présenté au procureur. Direction le palais de justice. Dans quelques minutes, il va savoir s'il est laissé libre en attendant son procès ou s'il est immédiatement incarcéré. Une heure plus tard, la décision tombe. Dès ce soir, le suspect dormira en prison. Merci. Ah ben je vous serre pas la main, parce que je suis menotté. Allez, au revoir. Salut. Le procureur a estimé que les charges étaient suffisantes. Pour Cédric, c'est l'épilogue d'une enquête qui aura duré près de 6 mois et qui continue tant que les 2 autres silhouettes n'auront pas été identifiées. C'est pas une affaire classée, puisqu'on va continuer un peu à travailler dessus. Mais bon, le travail a été fait correctement, puisque bon, ça aboutit à un placement en détention. Dans quelques mois, le cambrioleur présumé qui a tant fait courir Cédric sera jugé pour ce casse-record à plus de 100 000 €. Un vol en bande organisée pour lequel il encourt jusqu'à 10 ans de prison.